Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de African TV, on est toujours heureux de vous retrouver et c'est pourquoi il m'est permis de toujours vous dire merci, bonjour et merci de toujours rester fidèle à la chaîne African TV, partenaire incontesté et inconditionnel de Gandhi Madia. Aujourd'hui, nous allons parler des sujets d'actualité, un grand sujet d'actualité. Il s'agit de la crise des hydrocarbures en République du Mali et les effets qui se font sentir par-ci, par-là. On va donc apprécier et pour analyser donc cette actualité, nous recevons pour vous deux responsables, deux hommes avertis, un leader associatif qui n'est plus à présenter parce qu'il est beaucoup plus sur les écrans et sur les plateaux, mais pour nous, African TV, c'est une première. Merci donc de recevoir ici Baba Boubacara Keïta et chers frères, merci d'être venu. Merci, M. Soili, pour l'invitation. Et félicitations pour la nouvelle télé qui est African TV. Et le thème me semble très pertinent et très concret et très d'actualité aussi. Et nous, en tant que citoyens, ça nous plaît quand même d'en parler. Merci. Avec vous, c'est avec le frère Gabriel Tenou, qui lui est un homme très averti, parce que c'est un homme des médias, l'homme à la plume, mais l'homme aussi au micro. Tout le monde le connaît par rapport à la pertinence de sa plume. Alors, il est avec nous, on va ensemble apprécier l'actualité. La troisième personne qui devrait venir a été effectivement prise au piège par les effets de cette actualité, parce que souci de carburant, il n'a donc pas encore eu le temps de nous rejoindre ici dans ce studio. Il nous a dit qu'il fait le rang. On espère qu'il sera vite servi pour nous retrouver ici. D'ici là, recevez ici avec nous notre confrère, notre ami Gabriel Tenou. Merci d'être venu, mon frère. Merci beaucoup, mon cher Monoko. Comme je vous le disais tantôt, c'est un plaisir et un honneur pour moi de répondre à votre invitation. Je pense que nous aurons beaucoup de choses à partager, et bien que assez loin des uns des autres, nous permet aujourd'hui, à travers nos petits écrans, d'être connectés et de partager réellement des informations concrètes relatives à nos actualités et pour l'éveil également des consciences du peuple africain pour qu'ils comprennent également les enjeux géopolitiques et géostratégiques du monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui. C'est un honneur pour moi d'être là sur ce plateau et je vous remercie et je remercie d'avance déjà le grand frère Baba pour avoir accepté l'invitation également. Et merci aussi aux partenaires Gandhi Madia qui très engagé en ces dernières années et qui joue également sa partition pour l'édifice national. Merci pour ces mots et ces messages de salutation, de reconnaissance de notre partenaire. Hein, voilà, Gandhi Madia. Gandhi Madia, il est en train de faire ce qu'il peut et pour construire une nation, chacun apporte sa pierre. Elle peut être appréciée diversement, mais l'essentiel est que chacun ait agi. Et donc, ici, il contribue et nous lui disons également bravo et bonne continuité. Donc, on va aller juste dans ce sujet. Et vous êtes venus, vous avez parcouru chacun des kilomètres avant d'accéder ici au niveau du studio African TV. L'actualité, comme nous l'avons dit, c'est la crise des hydrocarbures
D'autres ont parlé hier de la pénurie, mais moi, je préfère parler de la crise parce que la crise, on peut la gérer. Mais pénurie, c'est la gravité qui s'annonce. Alors, Baba, Oui, M. Toali. vous avez donc, vous êtes à Bamako, ça fait déjà une semaine que tout le monde en parle. Alors, vos premières impressions? Oui, M. Toali, je crois qu'il n'est de secret pour personne pour constater quand même qu'il y a une crise de carburant. Comme vous avez dit, de ne pas parler de pénurie. Donc, le fait que les gens n'ont pas accès à des quantités qu'ils veulent pour pouvoir se déplacer, Allez-y. donc c'est une réalité. Ce n'est pas quelque chose qui est caché. Votre micro, il faut l'approcher et puis voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est caché quand même aux uns et aux autres. C'est une réalité. Et le fait, les carburants se fait rare. Et pas plus tard que le dimanche passé, moi-même, j'ai passé toute la journée à chercher les carburants, c'est-à-dire de 11h jusqu'à 23h. C'est à partir de 23h que je suis parvenu à me fournir du carburant. Donc, c'est une réalité. Et je crois que ça entraîne quand même de jouer sur beaucoup de choses, sur le déplacement des gens, sur le travail des gens, sur le social. Et je crois qu'on peut dire que c'est vraiment une réalité. La crise des carburants, on ne parvient pas à s'en procurer. Et cela aussi n'est pas né ex nihilo, parce qu'on a vu des menaces qui ont été quand même faites par certains terroristes, et on a vu des citernes aussi qui ont été brûlées. Je crois que ce sont des conséquences directes que nous sommes en train de sentir maintenant. Donc, ce n'est donc pas forcément une surprise. Vous y attendiez ou bien, mais Bamako, est-ce que les gens avaient pensé que Bamako allait connaître cette situation? Bon, personnellement, moi, je suis quelqu'un d'avisé. Depuis que j'ai vu les menaces et puis depuis que j'ai vu quelques citernes brûlées sur la route, j'ai su quand même qu'il y aura quand même des conséquences et que le carburant va manquer. Mais ce que moi, je suis en train de constater, certains sont en train d'accuser les pétroliers comme s'ils ne veulent pas quand même donner le carburant à la population, alors que tout le monde sait d'où vient le problème, quoi. Donc, c'est ce qui m'étonne. Sinon, ça ne m'a pas surpris qu'il y ait quand même cette situation à la suite de ce qu'on avait vu les jours passés à travers les mélanges de ces terroristes-là. Merci. Alors, cette même question pour notre frère et confrère Gabriel Tienou. Vous êtes venu de l'autre rive, hein, je sais. Vous avez sillonné en venant, vous avez vu des stations, des personnes, des foules. Alors, comment vous avez apprécié cela? Quel a été votre sentiment en voyant ce matin des gens rang pour se procurer ce qui devrait être une chose très facile? Oui, merci beaucoup, Monoko Toali. C'est que la situation elle est assez préoccupante. Pour nous autres, donc, les moyens de mobilité sont liés au carburant. Quand on se retrouve avec des stations fermées et les quelques-unes qui disposent encore de carburant, et il y a des très longues files d'attente qui sont là, et ça impacte directement le monde des affaires, l'économie, et à un moment donné, si la situation perdure, il faudrait s'attendre à des tensions, sûrement, à des mouvements d'humeur qu'on ne souhaite pas. Mais je pense qu'il faut très rapidement, de façon impérative, trouver une alternative à comment atténuer cette crise du carburant. Ceci dit, comme l'a si bien dit Baba, cette crise ne s'est pas installée du jour au lendemain. Elle a connu des moments de présage à travers la montée très certaine de groupes armés terroristes affiliés à Al-Qaïda et au JIM dans les régions la première région de Kaï, la région de Kaï surtout, Koulikoro, y compris Sikasso. Et à un moment donné, on a vu le 1er juillet, je crois bien, une série d'attaques coordonnées qui ont eu lieu à presque la même heure, c'est-à-dire vers 5h30, comme ça, où
7 attaques ont été menées de façon simultanée sur le territoire malien. Et on a vu la population qui a montré réellement sa solidarité à l'endroit de son armée, en entrant également dans la danse dans la région de Kaï-Ville, dans la région de Nioro du Sahel, et un peu partout où les attaques ont survenu, les populations se sont montrées solidaires à l'armée. Et depuis lors, les groupes armés ont fait passer des messages pour dire que ils ne souhaiteraient pas en arriver là, mais puisque la population semble ne pas comprendre que cette guerre n'est pas entre eux et la population, et qu'éventuellement, ils vont mettre des blocus sur les axes reliant ces capitales régionales à la capitale nationale. Et moi, je n'ai pas pris ce message à la légère à l'époque, en son temps. Je me suis dit qu'il faut prendre les choses très sérieusement et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette menace ne puisse être mise en exécution. Malheureusement, ce qu'on craignait a fini par arriver parce que ils ont commencé par attaquer les véhicules de transport et même la compagnie Diara Transport qui a été nommément citée interdit de circuler sur le territoire national. Des attaques ont eu lieu à l'endroit de cette compagnie et je n'ai pas aussi non plus apprécié qu'en pareille circonstance, qu'on laisse les responsables des sociétés se défendre. Non. Pour moi, dès qu'une société est attaquée par des groupes armés qui combattent l'État pour des raisons ou d'une autre, l'État a l'obligation morale d'assister cette société, cette compagnie, pas seulement sur le plan sécuritaire, mais également sur le plan de la communication. De telle sorte que les responsables, s'ils doivent se prononcer sur le problème qui est en cours, qui les concerne, qu'ils soient orientés avec des éléments de langage qui les permettent réellement de ne pas peut-être montrer des signes de faiblesse ou qui ne tombent pas dans le piège de l'absence de langage qui pourrait donner l'impression que l'ennemi a raison sur eux ou qu'ils auront l'intention de négocier. Parce que très souvent, c'est ce que cette psychose que les groupes armés veulent donner et cette psychose permet d'installer une situation d'insécurité mentale et bien avant que la situation ne se passe sur le terrain. On a vu des responsables de ces sociétés sortir vraiment quelque part implorer l'aide alors que cela devait être quelque chose déjà d'acquis en leur faveur. L'État doit réellement encore voir à ce niveau quand des entreprises sont ciblées que leur communication de ces responsables soit réellement aidée, orientée et guidée par des spécialistes en la matière. Et ce qui nous amène au cas des compagnies, disons des sociétés de transport du carburant, des hydrocarbures par exemple, on a vu que ces responsables sont presque à couteau tiré avec l'État, alors que c'est normalement le contraire. L'État ne doit aucunement laisser ses responsables d'entreprise prendre la parole et se prononcer. Certes, ils sont victimes, ils ont besoin de comprendre la situation, ils ont besoin des moyens, des conditions d'apaisement du climat pour qu'ils puissent faire leurs affaires. Mais il s'agit de la responsabilité d'abord de l'État de les assurer cette sécurité. Et puisque l'État ne se prononce pas comme on les attend, et ils sont obligés quelque part de sortir parce qu'on a vu des accusations déjà prononcées de ça et là pour faire court. Cette situation, elle est nourrie des choses, des prémices qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui ont peut-être
il faut peut-être encore remonter parce que le cas de la région des Cailles, par exemple, elle est très complexe parce que peut-être on aura l'occasion d'en aborder. Il y a l'esclavage encore qui est pratiqué dans la région des Cailles. Bien, on arrivera. Donc, si de telles situations surviennent, n'importe qui pourrait se retrouver tenté de porter aussi son jugement ou de se venger de l'autre. Et ça, c'est des choses qui auraient pu être arrêtées et avec la justice, tout simplement. Rendre la justice de façon correcte et que les droits des uns et des autres puissent être respectés. Bien, les droits des uns et des autres puissent être respectés, ça fait bien, mais en façon pour être toujours dans la logique de cette actualité, qui est que le carburant, communément, sinon ce sont les hydrocarbures, hein, mais avec nous, les véhicules ou nos motos, on prend donc l'essence et puis on prend le gasoil, sinon, quand on parle des hydrocarbures, tout est dedans. Et voilà. Et tout ce qui peut aider aux moyens de placement autres, tout est dedans, y compris même pour les avions et autres. Alors, on assiste à cela et tout le monde est presque... Hier, on pouvait banaliser parce que on avait cru que ça devait être un petit truc éphémère. Et même si Bamako devrait être touché, ça devrait peut-être être pour un petit moment. Mais aujourd'hui, la réalité est là. Comment, de façon approfondie, on peut analyser une situation critique où Bamako est touché jusqu'à ce point? Oui, Bamako est touché, c'est ce qui fait que alors les gens ont beaucoup senti. Sinon, je crois que certains villages sont dans ça il y a longtemps. Ok. Et je crois que le problème dans sa globalité a été géré de façon partielle. C'est ce qui nous a amené dans ça. Ok. Voilà, parce que ils se sont dit à un certain moment qu'il y a certaines stations de certains cercles contribuaient à donner du carburant alors à nos ennemis qui sont les terroristes là. Donc le faisant, donc certaines administrations ont pris des décisions de fermer certaines stations dans certains coins. Et ils ont même interdit aussi souvent des transports du carburant par bidon. Donc ce qui fait que dans les villages, il n'y a pas de station. Donc s'il n'y a pas de transport par bidon, donc les villageois ne peuvent pas s'en procurer. Est-ce que vous voyez? Donc s'il n'y a pas de carburant, même pour prendre des femmes, pour les amener à l'hôpital pour les suivis, voilà, dans les centres de santé, c'est un problème. Donc la situation s'est bloquée à ce niveau. Donc quand cela est arrivé, donc je crois que nos ennemis ont pris la décision de faire de telle sorte que Bamako même ne s'en procure pas. Donc c'est ce qui a amené cette situation que nous vivons. Maintenant, moi je me dis, est-ce que le fait de ne pas servir les villages, est-ce que c'est une solution? Donc l'État doit se donner les moyens d'empêcher les terroristes de s'en procurer. Mais il doit trouver un moyen aussi quand même de servir les gens qui ne sont pas dans des grandes villes, qui n'ont pas de stations. Et il n'y a pas de stations dans toutes les villes, mais même dans toutes les villes du Mali. Même il y a des chefs-lieux de service, c'est tout dernièrement qu'ils ont eu une première station. Donc s'il faut que les gens se procurent de l'essence à partir des stations, donc ça veut dire que les villageois n'en auront pas. Voilà, donc je crois que cette solution, parce que c'est une solution, ce n'est pas la solution. Donc c'est ce qui nous a quand même amené dans ça. Maintenant, l'État devrait avoir le monopole de la violence sur son territoire. Faire de telle sorte que l'État sécurise les convois et consorts pour que les gens peuvent les gens peuvent vaguer à leur affaire, sécuriser les gens et leurs biens. Ça c'est le rôle de l'État. Maintenant, s'il y a un groupuscule de personnes donc, qui veut empêcher l'État de faire ça, donc c'est à l'État de trouver des moyens pour les empêcher. Donc ils doivent trouver de toute manière un moyen pour empêcher ces gens-là et quand même de dire des choses et après on se rend compte que ces gens-là, ce qu'ils ont dit, ça est en train quand même d'impacter sur nous. Parce que ça montre que c'est eux qui ont pris le dessus et ça, ce n'est pas bon. Donc, l'État doit jouer son rôle régalien, quand même, du monopole de la violence, et faire de telle sorte que le circuit qui permet alors au carburant de rentrer ne s'arrête pas. Même si il faut tout cesser et se mettre sur ce seul travail
et ce serait bien. Ça montrera que l'État est là, et ça montrera que alors l'État a la force, et ça montrera que nous sommes au-dessus de ces malfrats-là, qui quand même qui sont en train de nous empêcher de faire ce que nous voulons. Parce qu'en réalité, ces gens-là, tout le monde le sait, ils ne défendent aucune cause, ce sont des mercenaires qui sont envoyés par d'autres partenaires et qui sont là et qui agissent par comment, ils sont commandités quoi. Donc si on leur dit de faire ça, ils font ça. Donc c'est à l'État maintenant de trouver des moyens aussi pour les empêcher quand même que leur mot d'ordre soit quand même, que leur mot d'ordre impacte sur notre vie quoi. Donc c'est ce que moi je vois. Donc l'État doit quand même, et même si on a un moyen de trouver, bon, parce que empêcher quelque chose, il y a plusieurs moyens. Il y a la force, il y a la négociation. Maintenant, si nous avons cette force-là de les empêcher de faire ça, il faut qu'on les fasse. Maintenant, si on n'en a pas, et si on a des émissaires qu'on peut envoyer pour leur parler, pour dire vraiment, il faut céder ça. Vous êtes des Maliens comme nous, donc vous ne devez pas être au service des gens qui ne sont pas de notre pays, qui ne sont pas de notre réalité et qui ne sont pas de notre bien, mais qui vous utilisent pour des fins stratégiques, pour des fins économiques, pour des fins politiques. Donc, essayer de les ramener de notre camp, et je crois que ça, ce n'est pas au-dessus de nos moyens. Mais les seules autorités ne peuvent pas, parce que dans un pays, tout le monde est important. Donc, il va falloir que l'État associe aussi, même les gens qu'ils considèrent comme ils sont contre la transition, parce que personne n'est contre la transition. L'échec de la transition va être l'échec du Mali. Mais si ils pensent qu'il y a des gens qui sont opposés à leur autorité maintenant, mais qui sont importants et qui peuvent quand même jouer un rôle dans cette affaire-là, que l'État les rapproche et l'État les utilise pour que quand même nous puissions sortir de cette situation. Et je crois que cela est possible. D'accord, cela est possible. On espère bien que cela peut être possible et c'est le souhait des uns et des autres. Avant que Bamako ne soit ce qu'elle est aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux quelques images des gens qui circulaient pour dire non, il y a Peneri ou dans cette localité, on voyait des images et on disait que c'était le terrorisme. Alors, nous tous même, on a aussi dit non, ne faites pas la promotion des terroristes en diffusant des images. Mais aujourd'hui, ce n'est plus des images, c'est Bamako qu'on voit et qui c'est tout ce qui est visible. Alors, de façon objective, comment on peut expliquer cette paralysie de Bamako? C'est dû. En fait, la complexité, c'est un peu ça, parce que on peut imaginer que l'extérieur, ça puisse être fait, mais ici, Bamako, aujourd'hui même, quand vous venez, vous voyez, si vous sortez de ce studio, vous voyez les rangs qui sont dans cette station. Bamako n'est pas indépendant du reste du Mali. Votre micro et puis la voix, parce qu'on n'est pas trop sensible au micro. Bamako n'est pas indépendant du reste du Mali. Ouais. Pour atteindre Bamako, il faut des kilomètres, voire des milliers de kilomètres par endroit pour atteindre Bamako dans ce pays-là. Et il faut comprendre que si le produit dont Bamako a besoin doit quitter à plus de 500, 600, 800 kilomètres pour atteindre Bamako, et si par le fait des hasards, cette localité est menacée ou que des gens ont décidé d'entraver la circulation des personnes et de leurs biens sur cet axe, Bamako va forcément sentir que ça ne va pas. Ça, il n'y a pas à discuter. Seulement que on a un peu trop traîné. Moi, depuis fort longtemps, je dis que cette crise que nous traversons aujourd'hui ne peut être résolue qu'avec des mesures draconiennes. Au fait, il ne faut pas tergiverser sur certaines situations. Au fait, on a déjà dépassé le seuil du pardonnable par rapport à certains comportements, par rapport à certains ajustements de certaines personnes qui ne sont pas officiellement connues comme étant des terroristes, mais qui se comportent exactement à tout ce qui contribue exactement à tout ce qui permet de renforcer le terrorisme. Il a tantôt parlé de l'asservissement de certaines localités qui posent énormément de problèmes aujourd'hui parce que l'État a décidé
d'avoir un œil ou un contrôle pour que la prolifération du carburant, qui est un besoin, un denrée nécessaire pour les populations, mais qui se retrouve être le moyen, c'est-à-dire de rendre encore les groupes armés beaucoup plus mobiles, parce qu'il faut du carburant pour leurs motos et leurs véhicules. Et du coup, l'armée se retrouve en face des gens très mobiles sur des motos et qui tentent des embuscades, qui spolient les populations civiles de leurs biens parce qu'ils se nourrissent également de ça. Moi, je trouve que c'est de l'économie criminelle dans laquelle nous sommes depuis 2012. Certes, il y a peut-être une idéologie quelconque derrière qui est peut-être le point de surpassement pour certaines personnes ou qui permet à d'autres de justifier leur adhésion et leurs ajustements. Mais sauf que c'est de l'économie criminelle. On a d'abord commencé, peut-être beaucoup de gens n'ont pas mis l'accent sur le vol de bétail, mais imaginez que des gens pouvaient être dépossédés de leurs troupeaux, de leur bétail dans la région de Mopti, Douanza, Banyangara, Ségou, Koulikoro, mais donc le bétail se retrouve ici à Bamako dans les points de vente. Et on n'en fait pas un problème. Mais moi je me dis, on tue mon parent parce qu'il ne voulait pas céder son troupeau à des groupes armés terroristes. On embarque ces bétails se retrouvent aussi facilement à Bamako ici et se retrouvent également dans les points de vente comme les Grabal et autres. Moi, je me en quête dans les démarches pour retrouver mon bétail, je vais les trouver dans ces Grabal et je réclame. Et qu'est-ce qu'on me dit? Pour avoir votre troupeau, votre bétail, votre animal, il faudrait payer. Ah bon? Oui, j'en ai vu des cas. Ou tellement, ça c'est depuis le temps du BK, du défunt régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme. C'est depuis là que j'ai compris que cette guerre, c'est une guerre économique. Idéologique certes, mais économique également. Voyez-vous? Donc ça veut dire qu'il y a toute une chaîne qui est là autour, dont certains ne sont pas vus comme étant des terroristes, mais qui contribuent à alimenter ces terroristes. Celui qui est, comme on appelle le receleur, par exemple, de ces animaux spoliés, est aussi coupable que celui qui allait attaquer la propriété, le bien d'autrui. Mais pourquoi on n'en fait pas réellement, on ne réserve pas le même traitement que quand on a le terroriste avec des armes devant soi? Donc, je pense que l'État doit réellement mettre des gens en réflexion, s'ils en ont, mais qu'ils essaient également de maximiser, peut-être d'élargir un peu leur champ d'action en la matière. Parce que cette guerre, Baba parlait tantôt de négocier. Moi, je ne vois pas un quelconque ici des négociations avec ces gens. Pour la petite histoire, les groupes armés terroristes se font la guerre. Les Jim et l'autre branche d'Al-Qaïda, ils se battent et ils se font la guerre tout le temps. Ils ne peuvent pas cohabiter en une seule localité. Ça veut dire que si vous négociez avec les représentants du Jim, par exemple, il faudrait également s'attendre à ce qu'il y ait aussi des négociations avec le groupe, le GICHIM, je ne sais pas. Donc, au Grand Sahara, le groupe de soutien à l'islam dans le Grand Sahara. Mais vous n'allez jamais vous en sortir. Les intérêts des uns ne sont pas les intérêts des autres. Donc, il n'y a pas de négociation possible, à mon avis, par rapport à cette situation. Maintenant, puisqu'on ne peut pas non plus rester dans le statu quo, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, avant d'arriver à qu'est-ce qu'il faut faire, parce que dans cet entretien, on parlera donc des propositions et autres, mais vous l'avez dit, si on apprécie bien ce que vous avez dit, l'un Baba l'a dit, tu l'as dit, c'est que ce sont les conséquences qui amènent aujourd'hui
à la question de rupture, c'est-à-dire la question, les conséquences des agissements de ces terroristes. Mais la question aussi qui mérite d'être posée, c'est que est-ce qu'on a le courage de dénoncer aussi les criminels internes, les terroristes internes? Amadou Koufa, il n'est pas zaïrois. Amadou Koufa n'est pas français. Amadou Koufa n'est pas congolais. Amadou Koufa est bien malien. Est-ce que, avec tout cela, on peut avoir le courage aussi, est-ce qu'il y a ce courage de les dénoncer? Yad Agali, je ne crois pas qu'il soit aussi un Marocain ou un Sud-Africain. Il est malien. Et l'autre vient de se dénoncer, de se prononcer Bina Diarra. Ouais. Oui, Bina Diarra. Je ne crois pas que Bina Diarra aussi soit ghanéen. Il est aussi malien. Pourquoi est-ce qu'il y a l'idée qui est là? Est-ce que depuis des années ça traîne? Y a-t-il le courage de dénoncer avec vigueur comme on dénonce les autres? Est-ce qu'il y a ce courage de dénoncer les criminels locaux, nationaux qui mettent à mal le pays? Ce courage-là, c'est la question que je voulais poser parce qu'on ne peut pas soigner une plaie en visant toujours l'extérieur et minimisant ceux qui détruisent matin, midi, soir. Il y a des acteurs nationaux. Est-ce que ce courage-là, je ne sais pas si on peut appeler courage, mais le constat et la question, c'est de savoir pourquoi le cas des acteurs nationaux, ceux qui, on se rappelle, qui a coupé les bras en 2013, 2014, 2015, jusqu'à, il disait qu'il allait prendre la charia. Aujourd'hui, Amadou Koufa, il n'avait pas caché lorsqu'il appelait tous les peuples du Nigeria, du Niger, du Burkina Faso, tout et tout, pour venir s'adjoindre à eux pour attaquer, faire du mal au Mali. Il n'a jamais refusé, il n'a jamais régné, mais il est très aussi difficile de voir dans nos différentes communications, dans nos différentes dénonciations, de parler de ces gens-là. Alors, qu'est-ce qui pourrait justifier tout ça, Baba? Oui, et M. Touali, je crois que nous sommes dans une situation très, très complexe. Hein. Oui. Et selon la cause causale même de cette crise-là, c'est MNLA qui a tout commencé. Voilà. Ça a commencé par MNLA. Et MNLA est commandité, tout le monde le sait. Et dans cette commande-là, il a été demandé au MNLA d'écarter Yad. Et maintenant, quand Yad s'est vu écarté, parce qu'il faut connaître la cause causale même du problème. Hein. Donc, quand Yad s'est vu écarté, Yad a lancé le djihad. Alors qu'il n'est même pas djihadiste. Il ne tourne que pour l'argent. Maintenant, les gens sont venus. Et finalement, ce sont ces terroristes-là qui ont occupé le Nord parce que les MNLA ne signifient absolument rien. Maintenant, quand la France est venue pour sa soi-disant libération, donc ils ont chassé, parce que les djihadistes étaient là, c'est eux qui étaient la vraie force, donc ils les ont chassés et ils ont remis les MNLA pour leurs intérêts. Et quand on a demandé cela, ils ont dit que les MNLA c'est leurs amis. Effectivement, c'est leurs amis. Mais MNLA, c'est des nationaux. Oui, c'est des nationaux. La question que je pose. Voilà, maintenant, c'est des nationaux. Oui. Quand les Blancs partaient, oui, ils ont sémé une graine de division. Ils ont mis dans la tête de ces gens-là qui sont différents des autres Maliens et qu'ils peuvent arriver à bout notre armée, quoi. Donc, c'est ce qui est dans leur tête. Oui. Donc, à chaque fois qu'ils veulent nous déstabiliser, donc ce sont ces groupes de personnes qui sont là, donc ils rentrent à travers ces gens-là. Donc, qui croient en ce qu'ils ont dit aussi. N'est-il pas le temps? Maintenant, des négociations ont été faites. Non, je viens avant de parler de... Parce que ma question, c'est ça. Oui. N'est-il pas temps d'avoir le courage de les dénoncer aussi? Oui, de dire que voilà ceux qui... Parce qu'on a trop de veuves, on a trop d'orphelins, Oui. on a trop de militaires tombés, on a trop de civils tombés. Et chaque jour que Dieu pleure. Aujourd'hui, c'est tout le... Vous voyez, Bamako est paralysé par les actions de ces nationaux qui... Ils ont recruté des nationaux maintenant. Oui. Parce qu'ils ont fait déplacer, c'est stratégique chez eux, ils ont fait déplacer le conflit du Nord pour faire descendre le conflit vers le Sud. C'est ce qu'ils ont fait, quoi. Donc, le faisant, ils ont recruté maintenant des gens, des désœuvrés, oui, des gens qui n'ont pas d'emploi, des gens qui n'ont pas été à l'école, ils les ont mobilisés dans les différentes localités. Mais est-ce qu'Amadou Koufa est désœuvré? Amadou Koufa, quand même, est un arsenal. Il faut qu'on ait ce courage de le... Vous êtes à micro parce que le Mali souffre. Oui, Amadou Koufa a été dénoncé. Mais ce n'est pas les Amadou Koufa qui sont sur le terrain. Ce sont des gens de la localité plus d'autres personnes qui sont sur le terrain. Oui. Par exemple, quand nous prenons la plupart des villages qui se trouvent au niveau de Ségou, au niveau même de certains cercles de Sikasso Yorosso,
Par exemple, il n'y a que les chefs-lieux de cercle où il y a l'administration, où il y a l'armée, où il y a la police. Donc maintenant, les arrondissements, les villages là sont laissés pour compte. Il n'y a que les djihadistes qui maîtrisent. Bon, ce ne sont même pas des djihadistes, je me corrige. Ces bandits-là qui maîtrisent ces différentes localités. Est-ce que vous voyez? Maintenant, les gens qui se mettent à les dénoncer, donc ces gens-là ont des représailles. Je vous donne un exemple. J'ai un ami qui est dans une commune, donc lui, il avait pris l'habitude de les dénoncer. Donc un jour, ils sont venus le menacer. Donc lui, il a été obligé de fuir sa commune et venir s'installer à Bamako. Et il a fait 2 ans à Bamako ici. Et aucune considération sur lui. Il a été obligé de retourner et aller leur demander pardon pour rester dans son village. Et aujourd'hui, il est dans son village et il a cessé de la dénoncer. Comme tous les autres aussi. Bien. Voilà, Comme tous les autres. Voilà, maintenant, c'est à l'État de contrôler ça. Les gens qui dénoncent, les dénonciateurs là, il faut les protéger, il faut les entretenir. Donc quand quelqu'un dénonce et qu'il a été menacé, et qu'il est sorti de son village et qu'il vient à Bamako là, il faut que l'État le prenne en charge. Ou bien, qu'il sente qu'il y a des gens autour de lui, mais lui, il vient, il est laissé pour compte. Donc c'est ce qui a fait que les gens ont cessé de dénoncer. Maintenant, il y a des localités, comme je vous ai dit, il n'y a même pas la trace de l'État dans ces localités-là. Quand je vais vous dire, ça va vous étonner. Quand vous prenez la route de Ségou, arrivez à Markala, l'État est dans la côté droite seulement, en partant vers nous. Le côté gauche là, où il y a Douabou et Toura là, il n'y a pas l'État là-bas. Il n'y a même pas le maire là. Jusqu'à Djabali? Non, Djabali, ça c'est le côté. Et ça c'est l'autre côté. Ok. Maintenant, quand vous partez à gauche, à Pointe-à-Voix, si tu dépasses les gendarmes là-bas, tu continues maintenant jusqu'à Mauritanie, il n'y a pas l'État. Ok. Maintenant, à Yorosso, qui est une région qui est un cercle de Ségou et de Sikasso. Donc, après avoir dépassé Yorosso seulement, jusqu'au Burkina, il n'y a pas d'État. Donc, si l'État n'est pas présent et que ce sont ces gens-là qui sont présents avec leurs fusils. Mais donc, ces gens qui sont. Maintenant, toi qui les dénonces là, oui. Maintenant, quelle va être ta protection? Qui va te protéger de ces gens-là? Ok. Là, c'est ça le problème. Donc, il faut une présence réelle de l'État sur le territoire. Même s'il faut recruter des jeunes, qu'ils soient administrateurs, c'est des volontaires, quoi. Des gens qui veulent être des sous-préfets, qui peuvent aller s'installer parmi ces gens-là. Il faut ça. Non, mais il ne faut pas que les lieux soient laissés à des bandits, donc ils font leur loi. Et personne ne peut parler, parce que quand ils parlent, tu seras victime des représailles. C'est ça aussi le problème. Ok. Et vous, quand on les dénonce, il faut être victime. Ça pour dire que la personne sera victime des représailles, mais malheureusement, leur agissement impacte négativement la vie de toutes et de plus de 26 à 24 millions d'habitants, parce que chaque fois qu'ils posent des actes criminels, c'est la population qui en ressent. Et évidemment, l'armée fait ce qu'elle peut et elle s'est toujours battue. Mais vu l'immensité en termes de superficie du pays, on ne peut pas à tout moment accuser l'armée parce qu'elle fait ce qu'elle peut faire. Voilà. Mais ceux qui agissent, ceux qui pourraient être peut-être considérés comme des gens recrutés ou peut-être des drogués ou ainsi de suite, c'est des nations. Il y a beaucoup plus de fils de ce pays qui font du tort. Parce que si on n'en parle pas, comment on peut les récupérer? C'est ça. La question, c'est aussi ça, quoi. C'est vrai que l'extérieur peut, comment on appelle ça, utiliser les gens, mais ceux qui sont utilisés pourraient être récupérés. Mais comment les récupérer si on ne sait pas, on ne les reconnaît pas comme autant aussi responsables du tort? Voilà la question qui me préoccupe. Je pense que la reconnaissance de ces criminels n'est pas... Votre micro et puis la voix. N'est pas un secret pour qui que ce soit. Tout le monde sait bien qui sont ces responsables. Et même ce que j'appelle même les djihadistes urbains, ils sont très bien connus ici à Bamako. Mais ça peut vous paraître étonnant, mais c'est ça, c'est la réalité, en quelque sorte. Au fait, ce débat, on l'aurait dû l'avoir mené depuis fort longtemps. Ok. Et quand à chaque fois qu'on soulève la question, on met cette situation du djihadisme et la religion sur le même plateau, les gens se disent non, c'est très sensible, c'est ceci, c'est cela. Ok. Sauf que, quelque part, sans le contrôle de l'État, la religion est devenue un élément incubateur
de ce terrorisme-là. Ok. Et voyez-vous aujourd'hui, des gens pratiquant, pour le cas de Koufa par exemple, avant d'aller loin, Koufa est Peul. Il appelait à ce que les autres Peuls du monde se mobilisent pour venir le soutenir dans son djihad. Mais la chose qu'on oublie, c'est que les Peuls ont été les premières victimes de Koufa. C'est tout le monde. Ceux qui n'ont pas accepté l'idéologie de Koufa ont été tous massacrés. Leur bétail, par Koufa et ses hommes, leur bétail est retiré, mis à la disposition de Koufa qui les a liquidés pour encore recruter davantage de jeunes. Beaucoup de Peuls ont quitté les centres, la région de Mopti, pour venir s'installer ici. Jusqu'au moment où sont parvenus à s'aimer la zizanie entre les Peuls et les Dogons, les Bamana, les Bozo, ainsi de suite. Voyez-vous, venez sur les sites de refuser, de déplacer ici à Bamako, vous verrez ces mêmes communautés-là cohabiter. Si réellement il y avait cette tension, donc si certains se prévalent, ils ne seraient pas encore des voisins ici à Bamako. Donc la situation, elle est très bien claire. Hein? Il y a une part de responsabilité des religieux dans cette affaire qu'on ne veut pas du tout toucher. Et même parfois dans les prêches, on entend des gens qui font l'apologie. Moi, je le dis sans sens. Moi, je l'ai toujours dit. On ne peut pas combattre le terrorisme et encore accepter des gens venir sous prétexte qu'ils sont dans une presse en train de faire l'apologie de ce que même qui est en train d'endeuiller le pays. Mais on connaît des États très religieux où la religion même, c'est la vie même de l'État qui interdisent ces genres de propos chez eux. Le prêcheur qui se hasarde à prononcer ou à tenir de tels discours, il est arrêté instantanément. Et s'il n'a pas la chance, il va être exécuté ce même vendredi. Pourquoi nous allons nous permettre aujourd'hui ici qu'au nom de la religion, des gens encore continuent de soutenir ou de donner un cutus ou, c'est-à-dire donner une explication morale ou religieuse à ces exactions-là. On a vu le cas de ceux qui prennent la djihad auprès des populations non musulmanes. Ça a été dénoncé ici par certains hommes de médias, mais qui se sont retrouvés directement contredits et même menacés ici à Bamako par des prêcheurs qui disent que non, ça fait partie des principes de l'islam de prélever le djihad dans les espaces qu'ils contrôlent sur des non-musulmans. Mais on est là, ces gens-là dorment tranquillement ce jeu en famille aujourd'hui. Et on est étonné que Bamako soit aujourd'hui envahi, disons, soit sous l'embargo de ces mêmes personnes. Okay. Donc, on ne peut pas traiter ce problème-là tant qu'on n'aura pas réellement élucidé dans nos discours et dans nos prêches religieuses les propos à tenir, les discours, les prêches à faire. On va falloir faire le choix des éléments d'enseignement religieux, comme certains pays ont accepté à un moment donné de leur histoire de faire les tri, des choses à enseigner, des discours à tenir. Et voyez-vous, aujourd'hui, c'est qu'on prenne pour des gens qui ne sont pas des vrais musulmans, sont ceux qui disent que voilà, nous voulons un islam modéré. Modéré, pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'il y a des choses, s'il faut les appliquer à la lettre, ils auront des difficultés réellement c'est-à-dire à avoir de la cohésion sociale entre les gens. Vous savez pourquoi ces religions, l'islam et le christianisme, ont pu s'installer ici chez nous? Parce que les premiers précurseurs, même si certains ont été violents, mais à un moment donné, des leaders religieux ont su faire le choix des textes à des messages à véhiculer. Ils ont mis au devant notre social, notre vivre ensemble et beaucoup de choses que nos communautés d'antan ont élaborées qui font que, c'est-à-dire la société vive en harmonie, peu importe les divergences de point de vue religieux, ces religieux, à un moment donné, ont accepté d'aller dans ce sens. Mais tout dernièrement, on a vu des nouveaux modèles qui viennent de surgir, qui pensent que tous ceux-ci-là sont des kafres, qui ne sont pas des vrais religieux.
comment pensez-vous concilier ces gens-là qui pensent que même des musulmans, des gens non musulmans qui pratiquent la religion comme il se doit, ne sont pas des vrais musulmans? Donc, parce que tout simplement, et ils ont une philosophie, une façon de voir les choses que les autres ne partagent pas. Bien. Il n'y a pas de conciliation possible. Il faut faire le choix des discours et du modèle de religion qu'on veut pour stabiliser d'abord notre pays. On ne peut pas laisser. Et pour la petite histoire, il faut comprendre que tant qu'il y a plusieurs tendances religieuses au sein d'une même communauté religieuse, il y a toujours des menaces d'une guerre civile très, très imminente. Et parce que on pense que le fait d'appliquer la charia n'est pas un problème chez nous. Moi, je l'ai toujours dit. Moi qui suis un ex-chrétien, mais on abordera pour terminer, oui. Moi qui suis un ex-chrétien et qui suis aujourd'hui le culte des ancêtres, moi je sais très bien que je peux aller dans un État musulman où la charia est rigoureusement appliquée et je pourrais y vivre sans. Parce que vous ne ferez pas, vous ne ferez pas. Parce que les principes défendus, peut-être sauf s'ils disent que non, pour y vivre, il faut impérativement être musulman. Là, je n'en disconviens pas. Je vais chercher un autre pays. Mais tant qu'il faudrait être respectueux de la foi des uns des autres, je le ferai. Bien. Ce que maintenant, on va préciser. Pour terminer, le problème de l'application de la charia chez nous, et je l'ai dit, je le répète. Non, attendez. Non, j'ai mes points parce que le débat n'est pas. Le problème, c'est quoi? Pourquoi on se retrouve dans ça? Parce que des gens veulent l'application de la charia chez nous. C'est pas ça, hein, c'est les gens qui cherchent l'argent. Oui, je sais, mais il ne faut pas non plus fumer le débat. Oui. Et le problème aujourd'hui, c'est que même s'il faut appliquer la charia ici chez nous, avec le problème des tendances religieuses, les gens ne vont pas se comprendre. Et ce sont ces déclins, même ces tendances qui vont se faire la guerre. Et au lieu d'avoir une charia qui va être appliquée pour apaiser les choses, nous allons être versés dans une guerre civile qui va prendre des décennies. Donc, ce n'est pas une question de religion aujourd'hui. Ce qui est là, il y a une économie criminelle qui a trouvé une voie, c'est-à-dire la voie religieuse, pour réellement se propager. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons tomber dans le piège de cette façon de voir les choses et nous n'allons jamais nous en sortir. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Il faut traiter le mal à la racine. Bien, il faut traiter le mal à la racine. Maintenant, comment, Baba, comment on pourrait donc arriver à empêcher ou à minimiser l'influence ou l'impact de ces criminels-là? Parce que, je le dis, on a d'un côté les Occidentaux, on a d'un côté le monde arabe qui a envahi l'Afrique avec tous ces mécanismes, même a financé nos grandes religions, les mosquées, beaucoup de choses, et avec la bonne foi peut-être, on ne sait pas. L'autre côté, le côté occidental, a développé des théories, des philosophies qui mettent aujourd'hui à mal la philosophie africaine de vivre ensemble. Ça, on le connaît. Mais pour ce qui est maintenant du terrorisme qui existe et qui fait du tort aux pays africains, et dans le Mali, il y a quand même ce côté dont je parlais, les nationaux qui ont pris fait et cause. On a parlé de MNLA, vous l'avez tout de suite dit, on parle de Yad Agali, on parle de Amadou Kounfa, et celui qui vient de ces Nabi Diarra et autres. Comment faire pour que ceux-là comprennent qu'ils sont maliens et que ce n'est pas nécessaire et c'est même inhumain que Malien tue Malien, Africain tue Africain, Burkinabé tue Burkinabé, Zaïrois tue Zaïrois. Comment amener ces gens-là à la raison pour que ce que nous vivons ne puisse plus être vécu? Voilà la vraie question. C'est la vraie question. Donc je crois que les armes que nous utilisons d'ailleurs là ne sont pas fabriquées chez nous. Oui. Et cette guerre que nous faisons, ce n'est pas nous qui avons décidé, ni ce qui s'appelle terrorisme du côté de l'État. Donc c'est une guerre qui nous a été imposée de l'extérieur. Et c'est nous qui sommes utilisés et c'est nous qui mourons là-dedans. Oui. Quand un militaire meurt, c'est un Malien qui meurt. Oui. Si quand un soi-disant terroriste meurt, c'est un Malien qui meurt. Voilà. Donc nous nous entretenons entre nous. Et les faisant aussi, nous achetons des armes chez eux. Ou bien. Oui. Et ils s'enrichissent davantage. Et en plus des armes, nous avons commencé maintenant à importer aussi des soldats.
pour venir faire la guerre chez nous et nous tuer. Donc vous voyez ce que ça fait. Donc comme il l'a dit, c'est une économie criminelle du côté des terroristes et du côté de ceux qui se disent aussi sponsorisent. Donc maintenant, pour pouvoir lutter contre cette situation qui est très complexe, parce que il faut avoir un aperçu général sur les problèmes. C'est-à-dire quand on a commencé cette affaire-là, des écoles ont été fermées. Entre-temps, les enfants qui étaient dans ces écoles-là ont grandi sans assistance de l'État ni rien. Donc, il est facile de les mobiliser. Quelqu'un qui était en 8e année en 2011, entre-temps, il est devenu un gaillard. Hein. Bon, si on vient lui dire que ah bon, toi, tu te bats pour l'État ne te fait rien, il faut nous rejoindre. Donc, vous voyez comment il est voilà. Donc, maintenant, il faut gérer ces cas-là. Maintenant, quand les villes sont occupées, ou bien les villages sont occupés, il faut faire déplacer les enfants vers là où il y a la paix et les mettre à l'école. Et ne les laissez pas dans ces zones-là. Est-ce que vous voyez? C'est très important. Aussi, comme il l'a dit, la prêche est très importante chez nous. Nos prêcheurs là sont très écoutés, que ce soit les imams ou bien que ce soit n'importe quel prêcheur. Donc, il faut quand même récupérer ces prêcheurs là, les former, maintenant pour sensibiliser les gens des différentes localités pour qu'ils n'adhèrent pas quand même à cette cause-là qui n'est pas une cause religieuse, mais qui est seulement une cause pécuniaire. Aussi les autorités traditionnelles, les chefs de village. Donc il faut les sensibiliser. Dans les jeunes, les présidents des jeunes, là où il y a les villages, il y a des jeunes qui sont des présidents, voilà. Donc les femmes aussi, il faut les former pour qu'ils communiquent davantage. Les radios de proximité, il faut faire des communications pour montrer aux gens que cette guerre-là qui est en train de se passer là, ce n'est pas une guerre qui est là pour la religion, mais c'est des gens qui sont en train de viser leur intérêt personnel. Donc il faut faire cette communication. Donc il faut aussi rassembler les Maliens. Ne faites pas comme si certains sont des ennemis du Mali. Personne n'est ennemi de son pays, qui n'aime pas que son pays avance, qui n'ont pas que l'armée de son pays ait le dessus. Donc il faut rassembler les gens, de cesser quand même d'accuser les uns et les autres. Parce que quand la case brûle là, ce n'est pas le moment où il faut accuser les gens. Donc il faut rassembler, il faut trouver les moyens d'éteindre les feux maintenant. Maintenant, si le feu est éteint, donc nous allons situer la responsabilité. Maintenant qu'on cesse quand même d'accuser des gens de tort à travers pour dire que ceci a fait cela, alors que souvent ce sont des suppositions qui n'ont même pas quand même de fondement. Donc il faut aller dans ça. Donc il faut occuper le territoire par des volontaires. Maintenant, si l'État ne doit pas se dévoir, dire que des sous-préfets se déplacent pour venir s'installer dans les chefs-lieux de service ou bien même pour aller dans les régions, il faut faire de telle sorte que ces sous-préfets-là restent là-bas, même s'il faut les accompagner avec l'armée, ou bien même s'il faut nommer alors un régiment de l'armée pour être l'administration là-bas, il faut le faire. Ça a été fait dans certains pays quand il y avait des crises, même aux États-Unis. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, il faut quand même occuper le territoire, il ne faut pas laisser les populations à eux-mêmes. Et il ne faut pas laisser les populations à ces bandits-là qui n'ont ni foi, ni loi. Est-ce que vous voyez? Donc il faut occuper le territoire et il faut recruter des jeunes pour quand même avoir le personnel militaire qu'il faut. Et maintenant, sensibiliser davantage et aller vers ces gens-là aussi. Hein. Parce qu'en réalité, ces gens-là tournent pour l'argent. Donc si les autres parviennent à les avoir avec de l'argent, maintenant comment nous ne pouvons pas les avoir? Ça c'est possible aussi. Ça c'est possible aussi. Une piste. C'est une piste. Maintenant, si tu utilises l'argent pour amener la paix, au moins, on va épargner les vies. Voilà, on va épargner les vies. Oui. Mais si au cours d'une guerre, les gens meurent, est-ce qu'on peut les ressusciter encore? Non. Je crois que c'est cette technique-là qu'Alpha avait trouvée. Donc, il a été aussi. Votre micro. Voilà, qui avait quand même, qui les faisait intéresser. Et ils ne tournent pas pour la religion, hein. Ça je vous l'ai dit. Hein. La religion, c'est le dernier de leur souci. C'est un prétexte, quoi. C'est un prétexte. Okay. Souvent, ils ne plient même pas. J'ai un ami qui a été arrêté par eux. Il a fait quelques temps avec eux, 2 mois comme ça. Il dit que souvent, il ne plie même pas. Okay. Mais quelqu'un qui est religieux, là, donc je crois que les 5 prières de la journée, là, quand même, ça, c'est les péabas de la religion, il doit le faire. Oui. Maintenant, ils mettent, comme il l'a dit, mon prédécesseur, ils mettent la religion en avant. Mais en réalité, c'est les masques de la religion qu'ils ont. Mais ce ne sont pas des gens qui se battent pour la religion. En réalité, c'est des gens désœuvrés, hein. Des gens qui n'avaient rien. Il faut voir, parmi ces gens-là, est-ce qu'il y a des intellectuels là-dedans? Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient des gros moyens qui se sont retrouvés là-dedans? Bon, les gars de la salle, ce sont les commanditaires ou bien les concepteurs pour avoir leurs intérêts. Mais les gens qui se battent sur le terrain là, tous ces gens-là, ce sont des gens désœuvrés, des gens qui n'avaient rien, donc qui ont trouvé un moyen de se faire de l'argent et de survivre. Et puis c'est tout. Maintenant, trouvons un moyen de les sortir de là
de les entretenir, même si vous les intégrez quelque part. Je n'ai pas dit dans l'armée. L'armée, ce n'est pas le seul lieu d'intégration. Et trouver un moyen de les intégrer dans l'agriculture, dans le commerce, je ne sais pas. Donc maintenant, essayer quand même de les convaincre de sortir de cette situation. Parce que ce sont nos citoyens Concitoyens. voilà, nos concitoyens qui sont là. Donc vraiment, il faut trouver un moyen de les récupérer et de les amener de notre côté, au lieu que nos ennemis les utilisent contre nous. Bien. Merci bien. Il faut donc penser à cela. Maintenant, on n'a pas assez de temps. Je crois que la régie va m'indiquer le temps qui est imparti. Mais d'ici là, on va voir un peu au niveau de l'actualité. Et le carburant arrive. Il a même été dit, vrai ou faux, que certains voudraient même faire des rétentions pour profiter de cette situation de crise et vendre encore cher dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, vendre très cher le carburant. Partout, certains même en vendent dans les bouteilles déjà à 1500, même 2000 francs. Pour certains, vont même plus 2500. Et c'est difficile. Alors, comment faire pour que, ou quel message, quel langage, qu'est-ce qu'il faut dire aux opérateurs qui produisent, qui sont dans le domaine des hydrocarbures, qui ont des stations, comment faire pour qu'ils ne puissent pas faire des rétentions et ils puissent servir toute la population. Parce que ce qui se passe, je crois que ça ne plaît à personne. Je pense que depuis le début de cette crise de carburant, pénurie de carburant à Bamako, l'État s'est entretenu réellement avec ses concitoyens. Et c'est dommage. Et je me demande également s'il y a eu des échanges francs entre l'État et les opérateurs économiques importateurs de l'hydrocarbure. Sinon, à mon avis, quand une telle situation s'installe, c'est à l'État de réfléchir à des solutions et à des moyens qui lui permettent peut-être d'avoir un contrôle sur sa politique d'asservissement en carburant, mais également de mettre sur place des mécanismes qui permettent qu'on n'ait pas à enfreindre ces mesures. Je donne un exemple. Pour éviter que des gens viennent prendre du carburant dans les stations avec des bidons de 20 litres par hasard, pour aller approvisionner les terroristes, le Niger a décidé, dans sa capitale et dans les capitales régionales, que les responsables des carburants installent des caméras de surveillance. OK. Il a donné un délai à tous ces responsables, à tous ces opérateurs dans ce domaine, d'installer des caméras de surveillance dans leur station. OK. Et à partir de ces caméras, les autorités ont l'œil sur qui vient s'approvisionner en carburant avec des bidons. Et je crois que ça a permis à l'État de dissuader un peu la desserte des terroristes par des populations civiles. Et parce que, puisque je le disais tantôt, c'est de l'économie criminelle, beaucoup trouvent une manne financière assez importante à livrer du carburant aux terroristes. Ah, d'accord. Donc, rien n'explique et rien ne nous épargne même de ces comportements ici à Bamako. On voit que des gens, sur leur moto, viennent avec des bidons, font le plein de réservoir et en mettent dans les bidons. Mais pour quel usage? Alors qu'en temps normal, on doit venir se servir, voilà, n'est-ce pas? Son engin est parti. Mais pourquoi forcément être... Maintenant, oui, si l'État n'a pas encore élaboré une stratégie en la matière qui permet à ce que, peu importe qui vous êtes, vous n'êtes pas appelé à venir prendre du carburant pour aller emmagasiner chez vous. Venez avec votre engin, on vous sert et vous rentrez. Voilà. Demain, si ça sont les longues files d'attente, très généralement, vous allez partir au Sénégal, à Dakar, par exemple, vous n'allez jamais voir quelqu'un vendre du carburant dans les bidons, dans les bouteilles. Ça ne se fait pas là-bas. Et ce n'est pas parce qu'il y a une crise. C'est une politique que l'État a adoptée que, en dehors des stations de service, personne d'autre n'est habilité, n'est autorisé à vendre du carburant.
Donc, on ne peut pas être dans une crise comme la nôtre. Je ne parle pas des coins de brousse, par exemple, dans les campagnes où Mais à Bamako, peut-être quand même, souvent, voilà. il n'y a pas de station réelle de service où que les gens vont s'approvisionner dans les marchés pour venir servir ceux qui sont dans le besoin. Mais à Bamako et dans les grandes villes, les bidons doivent réellement être Interdit. interdits pour servir de transport ou Imaginez récemment, la semaine dernière, il y a eu une famille qui a pris feu au point G Mhm. parce qu'il y avait des bidons de carburant qui étaient emmagasinés dans une famille Mhm. et qui a sauté, qui a fait énormément de dégâts. Une grande incendie. Vous voyez? Mhm. Et on en trouve également un peu partout à Bamako, dans certaines familles qui ne sont pas, où il n'y a pas de station. On vient voir les gens en file qui cherchent du carburant. Ça veut dire que quelqu'un est allé se doter en carburant et qu'il l'a emmagasiné chez lui et qui est en train de le vendre, alors que en principe, on ne doit pas être un vendeur de carburant si on n'est pas enregistré dans Oui. avec Donc, le registre merci. du commerce. On va, Donc, il y a parce que, tellement de choses. oui, on est tiré sont par prêts. l'OTAN, on a tiré par l'OTAN et Voilà. vous savez, d'autres attendent aussi, après nous, les émissions vont continuer. Baba, Oui, en 2-3 minutes, tout à fait. pour ne pas encore tirer sur le temps, il nous est imparti qu'on a déjà tout consommé. Quelle solution faut-il trouver? Parce qu'à la matière, l'ONAP, je crois, c'est l'ONAP qui s'occupe, devrait avoir une réserve, Oui, oui. au moins sur 6 mois, en cas de crise dans le pays, où même les vendeurs des champs devraient avoir des stocks en cas de crise qui devraient être utilisés. Comment, en 2 ou 3 jours, tout est fini? Ou est-ce que les stocks n'existaient pas? Il n'y avait pas de réserve. En 2-3 mois, quoi, pas, j'y vais comprendre, mais en même temps, on va vers la fin. Je crois qu'il n'y avait pas de stock, parce que le constat est réel, il n'y a pas de carburant. Oui. Parce que nous suivons même les citernes. Hein. Comme je l'ai dit, le dimanche passé là, moi j'ai suivi une citerne, donc on a vidé devant nous, et après on nous a servi. Donc ça veut dire qu'il n'y en a pas. Quoi. Il n'y a même pas de réserve. Ouais, il n'y a pas de réserve. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant comme solution? Maintenant, comme solution, donc il faut quand même trouver les moyens de faire de telle sorte que les carburants puissent rentrer, Oui. soit par la force, Mhm. soit par la négociation. Donc il n'y a que Deux options. deux options. Au-delà de ça, comme il l'a dit, pour contrôler quand même les ravitaillements de ces bandits-là, Mhm. donc on peut mettre Des caméras. des caméras de surveillance dans les stations, mais de ne pas empêcher quand même les villageois aussi d'en avoir, quoi. Parce que le seul moyen pour que les villageois puissent avoir les carburants, C'est dans les bidons. c'est dans les bidons. Merci. Merci. Qu'est-ce qu'on peut donner comme une idée de solution rapide? Voilà. Vous savez, quand une maison est en feu, on ne fait pas le choix de l'eau propre ou de l'eau usée pour l'éteindre. Oui. Et je l'ai dit pourquoi. Il a tantôt parlé d'une. Je ne vais pas dire si c'est des milices, mais il faut faire des recrutements au niveau local, des gens qui vont être formés à. Des vigiles locaux. Pas des vigiles, comme l'a fait le Burkina, les volontaires, les volontaires pour la défense patriotique. Il faut également le même modèle ici chez nous. Et les donsos, Oui, mais ça c'est loin. Mais j'ai dit Non. la solution que j'ai la préconisée solution, vous savez, oui, dans l'immédiat pour qu'on ait l'essence, pour le que- carburant. pour que, demain. pour que les terroristes attaquent, c'est-à-dire empêchent l'approvisionnement des grandes villes, ils font quoi? Ils attaquent sur les grands axes, Mhm. n'est-ce pas? Et de ces grands axes, il y a des villages environnants dans lesquels parfois ils passent la nuit ou dans la brousse de ces villages environnants, dans lesquels villages d'ailleurs ils s'alimentent, ils s'approvisionnent en aliments, n'est-ce pas? Mhm. Mais supposons qu'il y a des jeunes qui sont formés, qui sont bien dotés et qui sont guidés par 2 ou 3 membres des forces de l'armée qui ne vont pas agir à tue-tête. Mais voyez-vous, ils vont avoir du mal à prendre le contrôle. Imaginez, on attaque un coin ici aujourd'hui, on fait des victimes. Demain, sur le même axe, il y a encore une autre attaque. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Mais Certes, on est d'accord que Mhm. le nombre de militaires n'est pas suffisant,
Mais je pense que comme ils sont en train de faire les Gatia et autres mouvements aujourd'hui d'autodéfense dans les régions du Nord, il faut également développer les mêmes modèles ici. Et qui vont être beaucoup plus mobiles. Ils ne vont pas forcément avoir des véhicules, mais des motos, ça va suffire. Et je pense qu'on va pouvoir desserrer l'étau qui est là autour de Bamako et autour de certaines localités. Voilà. Ok, merci. Baba, Oui. merci d'avoir accepté d'échanger sur ce sujet d'actualité qui est donc la crise des hydrocarbures et Bamako qui est affecté. Merci d'être venu et on espère bien vous revoir. C'est à nous de vous remercier et nous sommes à votre disposition. Merci. Mon frère Gabriel, c'est nous, l'homme à la plume. On espère aussi, merci pour l'expertise, hein, et également pour Baba, hein, pour vos expertises. Vous nous avez édifiés et on est content de vous avoir reçus et on espère que la porte ne vous sera pas fermée. Ça me fera un grand plaisir de toujours répondre toutefois que je serai disponible. Venir sur ce plateau, partager avec les Maliens, les Africains, l'actualité, ce que je pense de l'actualité, et qu'ensemble nous puissions réellement proposer parfois, faire des propositions à nos autorités, qu'ils comprennent que nous sommes des observateurs, nous voyons aussi des choses, nous pensons que certaines solutions peuvent être adoptées et nous apporter la calmie, la stabilité et voire même le développement. Qu'ils comprennent que notre premier souci, c'est comment apaiser ce pays et le continent. Merci. Alors, mesdames et messieurs, vous avez donc suivi nos invités qui ont abordé le sujet d'actualité, c'est-à-dire la crise des hydrocarbures de façon générale, mais Bamako, qui est malheureusement dans ces jours affecté, ils ont donné leur lecture, ils ont donné leur appréciation, ils ont aussi fait des pistes de solutions, de propositions, espérant que ceux qui sont bien indiqués pour agir et orienter et prendre les choses en main aient écouté. On espère également vous retrouver à notre prochaine émission et que avec les invités qui sont déjà là et d'autres qui en sont habitués à ce plateau, on aidera toujours à vous entretenir sur les sujets d'actualité. D'ici là, restez à notre compagnie. On ne peut pas partir sans dire grand merci à notre régie, à tous nos techniciens et à tous ceux qui contribuent à enrichir cette émission. Vous, les téléspectateurs, merci toujours de nous être fidèles et à bientôt.